Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à l'émission De vous à moi. Bienvenue dans ce nouvel opus. Nous avons l'honneur de recevoir le professeur Richard Bileko. Il est l'inspecteur général de la santé. Comme vous le savez, depuis décembre 2019, l'actualité est dominée par la pandémie de la COVID-19. Avec lui, nous parlerons de l'évolution de la situation ici chez nous au Congo. Bonjour professeur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Question simple pour commencer cette émission. La pandémie a commencé en 2019. On a constaté que vous étiez quasiment absent, on ne vous voyait pas, vous n'avez aucune communication de l'inspection générale de la santé, alors que pour beaucoup de Congolais, il y avait de l'inquiétude, l'impression que les choses ne se faisaient pas aussi comme il faut. Pourquoi vous intervenez maintenant? Pourquoi vous sortez de votre carapace seulement maintenant? Bon, il faut d'abord indiquer que nous étions présents, mais voyez-vous, vous avez affaire à l'inspection. L'inspection n'est pas chargée de la mise en œuvre. L'inspection est chargée du contrôle de la mise en œuvre. Donc, par rapport à cette pandémie, les mesures ont été conçues, élaborées et sont mises en œuvre par la coordination nationale, présidée par le président de la République, par le comité technique, présidé par Madame la ministre. Donc, de ce point de vue, l'inspection ne fait pas partie de cet ensemble de ripostes. Par contre, l'inspection a un rôle de veiller à l'application des lois et règlements relatifs à la santé. Et comme en ce qui concerne la riposte, des mesures sont prises, doivent être mises en œuvre, l'inspection vient pour contrôler l'effectivité de ces mesures. Donc, notre rôle, il est là. Et c'est à distinguer de l'évaluation de la riposte ou du suivi de la mise en œuvre qui relève de la branche exécutive du système de santé. Et nous sommes de la branche de contrôle. Donc, l'inspecteur ne pouvait pas apparaître en première ligne. C'est lui qui assure l'arrière-garde et c'est lui qui s'assure que tout se fait comme prévu. Et en effet, il faut un certain temps pour aller à la vérification. Il faut d'abord que les choses se fassent. Mais je peux vous assurer que nous avons aussi fait des contrôles a priori. En ce qui concerne, par exemple, les dépenses liées à la COVID, nous avons mis en place, en collaboration très harmonieuse et efficace avec l'inspection générale des finances, une commission de contrôle interne qui s'assure que, a priori, qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc là, de ce point de vue, les deux inspections jouent leur rôle de contrôle a priori. Mais pour le moment, nous faisons aussi le contrôle a priori ou inopiné instantané. Parlons d'abord du diagnostic, parce que beaucoup des Congolais se plaignent du fait qu'il y aurait des erreurs dans le diagnostic. Est-ce que vous pensez que cela est possible? Bon, la médecine n'est pas une science parfaite. Et le médecin, jusqu'à présent, a l'obligation d'utiliser tous les moyens nécessaires pour bien prendre en charge quelqu'un. Mais le médecin n'a pas l'obligation forcément du résultat. On peut mobiliser tout ce qu'il faut, faire les examens qu'il faut, mettre le traitement adapté, mais quelquefois la personne meurt. Quand c'est comme ça, on ne porte pas plainte au médecin. Alors que quand l'architecte conseille une maison, l'ouvrier fait une maison qui tombe, on porte plainte. C'est deux choses tout à fait différentes. Les mesures qui sont mises en place permettent d'aider le professionnel de santé à ne pas se tromper. Donc, Madame la ministre, d'ailleurs, a pris un certain nombre de mesures pour ça. Vous savez, il y a des affiches partout. Mais ce n'est pas que l'affaire du médecin. C'est aussi l'affaire de l'infirmier, en réalité, de tout le personnel soignant. Et même, et surtout d'ailleurs, il faut le dire, le rôle de tout un chacun. C'est tout un chacun qui doit se dire, est-ce que ce que je présente, ce que présente mon frère, ma soeur, mon époux, ma maman, ma tante, ma cousine, mon ami, est-ce que ce ne sont pas des signes qui peuvent faire penser à une COVID? Si c'est ça, on fait le... Est-ce qu'on peut tirer des conclusions sans test sérologique? Est-ce que les symptômes suffisent? Madame la ministre a pris une circulaire qui interdit l'utilisation de tests sérologiques. Pourquoi?
la réalité de la Covid jusqu'à présent. Quand on compte les morts de la Covid, quand on dit qu'on a tant de malades qui sont annoncés, ce sont les cas pour lesquels on a fait un test virologique biologique, on fait un prélèvement nasopharyngé avec un écouvillon, on va dans la gorge, et c'est ça qu'on analyse pour chercher des petites parties ARN qu'on appelle ça en science de ce virus. C'est le test virologique. C'est ce test-là qui fait l'unanimité partout. Par contre, les tests qu'on fait au sang, comme on fait pour la goutte épaisse, on pique, comme on fait pour la bandelette, pour la glycémie, ce sont des tests sérologiques. Ces tests n'ont pas encore été validés au Congo. Et ces tests, en tout cas les premiers qui sont rentrés ici, certains sont rentrés avec une autorisation qui a vite été abrogée. D'autres sont rentrés sans autorisation et Madame la ministre a pris une circulaire pour interdire ces tests. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux négatifs. Vous vous rendez compte, un des tests n'avait que, pour parler simplement, une capacité de découvrir la maladie chez 85 personnes sur 100. Autrement, par exemple, 8 personnes sur 10. Donc, 2 personnes étaient dites négatives, qui n'ont pas la maladie, alors qu'elles ont la maladie. Ces erreurs sont survenues dans des pays européens qui ont utilisé ces tests sérologiques et qui ont déclaré des gens négatifs, non porteurs, et ces gens ont, au contraire, contribué à propager la maladie. Ces tests ont été utilisés de manière mercantile, à Pointe-Noire, par 2 laboratoires, et avec preuve à l'appui, puisqu'ils ont fait payer des gens 18 000 francs dans un laboratoire, dans le laboratoire 25 000 francs le test. Les patients qui se présentaient avec les symptômes ou bien... Ou sans symptômes ou avec symptômes qu'ils ont qualifiés de négatifs, alors que ces patients étaient positifs en PCR. Ce qui a perturbé la prise en charge, puisque ces gens ont dit on ne croit pas en vos tests, puisqu'on est dans tel laboratoire qui ont été, ces tests ont été négatifs. Donc, sur instruction de Madame la ministre, et après information d'ailleurs en bonne et due forme des autorités, ces 2 laboratoires ont été sanctionnés. La sanction, c'est la fermeture durant 1 semaine et puis les amendes réglementaires dans le cas d'espèces. Et les inspecteurs se sont déployés pour que aucun centre médico-social, aucun hôpital, aucune clinique n'utilise ces tests, que ça à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Professeur, les symptômes de la COVID-19 s'apparentent un peu aux symptômes du paludisme. Est-ce qu'on ne peut pas confondre, les professionnels de santé ne peuvent pas confondre le paludisme et la COVID-19? Il y a des gens qui confondent la grippe qui fait tousser, qui donne le rhume. Le paludisme, il n'y a pas de toux, il n'y a pas de rhume. Parce que dans les deux, il y a des courbatures à la fièvre et le mal de tête. Voyez-vous? Donc, on a mis ce qu'on appelle un arbre de décision. S'il y a tel symptôme, avec tel symptôme, pensez à ceci. Le problème réside dans l'alerte. Il faut que chacun sache que si j'ai des symptômes, parmi lesquels ceux qu'on a cités, qu'on a mis dans les affiches, que les crieurs dans les quartiers ont cités, qu'on dit à la radio, je dois appeler le 3434. Et là, il y a des gens qui vont poser des questions et éventuellement... Quel est le profil des gens qui répondent aux questions? Est-ce que ce sont des étudiants, des médecins, des docteurs? Non, bon, il a été créé, voyez-vous, un centre d'opération des urgences santé publique. Ce centre avait été prévu en tant que cellule d'alerte et de riposte par le plan national de riposte aux catastrophes et aux épidémies. Ce plan, dans le département de la santé, a été adopté en 2012. Donc, voyez-vous, les gens souvent pensent que nous n'avons rien. Les Congolais avaient déjà réfléchi et les catastrophes qu'on a eues en dehors de l'épidémie, nous avions déjà la démarche. Chaque département sait qu'il faut mettre à la tête le préfet, mettre en place un comité. Il y a des médicaments qui doivent être prépositionnés. Et on sait, on a eu Ebola dans ce pays. On a eu même la préparation à Ebola quand il y en avait chez le voisin. On a eu la fièvre jaune, la rougeole, la rage. Donc, tous ces exercices qu'on fait dans ces situations, le système de santé a déjà conçu
la manière de réagir. C'est comme une armée qui s'entraîne déjà, ou une équipe de football qui s'entraîne déjà pour aller combattre, qui sait qu'il faudra que j'ai telle chose à réunir. Donc, ici chez nous, on a un plan de riposte que les gens mettent en œuvre. Maintenant, quand on parle de la mise en œuvre n'est pas toujours effective à 100%, et là, il peut se passer des erreurs. Donc, tout comme pour la Covid, le palud, la grippe, les personnes de santé est formé. Il est formé et on a mis en place un tri. Quand vous arrivez dans les centres de santé, il n'y a pas que la température qu'on doit vérifier. Mais quand vous allez pour un symptôme donné, on a mis en place, par circulaire de Madame la ministre, un système de pré-tri où les soignants vous interrogent et vérifient que vous ne répondez pas aux critères du Covid. Si c'est le critère de la Covid, comme on dit maintenant, ben vous avez un autre chemin à prendre à l'hôpital. Vous allez en quarantaine. Il y a une chambre d'isolement au minimum. Sinon, il y a une zone rouge dans les hôpitaux. Une chambre pour une personne ou une chambre? Non, la chambre d'isolement, c'est pour une personne. Dans chaque centre de santé, il faut prévoir un endroit pour isoler la personne qui est suspecte le temps qu'on vienne faire les prélèvements. D'accord. Est-ce que la prise en charge est gratuite au Congo, sur toute l'étendue du territoire national? Le Premier ministre a fait un décret qui institue la gratuité de la prise en charge de cette maladie. C'est l'occasion de dire que, une fois de plus, on ne peut pas, lorsqu'il y a une catastrophe, tolérer que certains se fassent de l'argent sur le malheur de tout un pays. Ce n'est pas normal. Les autorités ont pris cette disposition et donc les gens doivent savoir que lorsque je suis suspect et qu'on doit me faire des examens, je vais dans un hôpital à partir de ce moment et quand il y a la confirmation, tous les examens, consultations, examens, médicaments, tout est gratuit. Les médicaments au Congo, on n'en manque pas pour la Covid. Les respirateurs n'étaient pas en nombre suffisant, mais vous avez vu, récemment, le gouvernement en a acheté 30 et 13 déjà ont été livrés, 7 au CHU, 3 à Léono, 3 à CC, dans le lot de 10 qui vont venir. Et puis d'autres partenaires aussi ont des respirateurs. Les respirateurs ne sont là que pour les formes graves. Souvent, c'est les gens qui viennent en retard. C'est pour cela que, en tant qu'inspecteur, moi, je ne peux que relayer les propos, les procédures, les protocoles de la prise en charge qui disent que dès qu'on a une alerte, il faut appeler le 34, il faut aller au centre de santé qu'on vous prenne en charge. Oui, en parlant des respirateurs, il y a des Congolais qui travaillent sur un respirateur Made in Congo. Vous, en tant qu'inspecteur de santé, est-ce que vous avez suivi l'évolution de loin et qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous suivons tout ce qui est innovation, tout ce qui est initiative locale, nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Au contraire, voyez-vous, la crise, lorsqu'elle n'est pas fatale, est une opportunité. Voilà. Vous pensez que ce respirateur peut servir? Écoutez, le problème, c'est que, ça passe par un certain nombre d'étapes avant que nous puissions le valider et l'utiliser. Donc, nous encourageons la Fondation pour la recherche médicale avec l'université, et M. Tsenge de Challenge Futura, qui est un Congolais qui brille par ses capacités d'innovation et de réactivité pour l'émergence, pour le développement du Congo. Donc, nous suivons ça avec intérêt. C'est sûr que dès que les études seront validées pour dire qu'on peut l'utiliser avec efficacité et moins de risques pour le malade, ça sera utilisé. Oui. Professeur, tout à l'heure, on parlait de la gratuité de la prise en charge, mais il y a aussi des médecins qui évoluent dans le secteur privé, des médecins de famille et les étudiants que le ministère a appelés, les retraités. Comment la rémunération des professionnels de santé en cette période de crise? Il faut d'abord préciser que le décret du Premier ministre dit que la gratuité vaut aussi bien dans le secteur public que le secteur privé. Si une institution privée, une clinique, prend en charge des Covid, elle n'a pas à faire payer. Est-ce qu'elle est autorisée à prendre en charge? Bien sûr, il suffit simplement que cela se fasse sous la supervision et l'agrément
de la commission départementale de riposte. Ces cliniques doivent se présenter, être agréées et les ressources seront données. Ça se fait, madame. Hein? Prenons le cas de Pointe-Noire, des médicaments ont été donnés à ces cliniques privées. Donc, mais et les données, toutes les données font partie de la prise en charge nationale. Il n'y a pas un protocole différent. Donc, et puis maintenant, une fois que l'agrément est obtenu, tous les frais sont pris en charge par le budget de l'État. Donc, c'est à chacun, en tant qu'institution privée, en tant qu'acteur privé, de se rapprocher de la commission départementale et d'établir ce partenariat qui a été institué déjà par décret du Premier ministre, d'une part. D'autre part, vous savez que le Premier ministre a pris aussi un décret de réquisition des personnels de santé, publics et privés. Et là, en tant qu'inspecteur, je lance un appel. La Covid n'est pas l'affaire de quelques-uns. C'est quelque chose de tellement sérieux. Vous avez vu, on a perdu beaucoup de médecins déjà. On a perdu des médecins. Et donc, il ne faut pas laisser certains face à cette maladie grave, tandis que les autres observent. Le décret dit que le personnel de santé, public et privé, est réquisitionné. Et même les retraités et les finalistes, ceux qui ont terminé dans les écoles paramédicales ou à la faculté, sont réquisitionnés. Les modalités ont été prises déjà. 3 ministres se sont réunis pour préciser comment on utilise ce personnel. Autour de la ministre de la Santé, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Donc, il suffit d'aller se présenter au district sanitaire. On en a 52 dans notre pays. Il y a un médecin-chef qui vous enregistre et qui vous affecte une tâche, une activité, et qui, chaque mois, fait la liste nominative du personnel qui a travaillé contre la Covid et la liste effective de présence. Et ça, c'est envoyé après à la commission technique nationale, qui a une commission finance, qui fait les états, et ensuite, les moyens sont envoyés dans les départements. Ce n'est pas Brazzaville qui paye, ce n'est pas une personne qui paye, mais c'est envoyé dans les trésors publics dans les départements pour être payé. Donc, ces modalités existent et les montants sont connus également par catégorie. Donc, normalement, nous devons avoir plusieurs équipes. Vous voyez, le nombre de cas est en train d'augmenter parce qu'on fait de plus en plus de dépistage. Quand on dépiste quelqu'un, il faut après faire des tests sur tous les personnes contacts. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'équipes de prélèvement. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de personnes pour la surveillance, la prévention et le contrôle des infections. Il faut beaucoup de gens pour l'hygiène, pour les désinfecter. Donc, on a besoin de tout le monde. Arrêtons d'être observateurs et de critiquer que ça ne marche pas. Évidemment, vous n'y êtes pas, ça ne peut pas marcher. Demandez-vous, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'agent de santé, pour la Covid, et engagez-vous. Donc, moi, je suis content d'avoir constaté que, par exemple, ceux qui ont été formés en santé publique, assistants sanitaires ou master ou licenciés, se sont impliqués. Il y a aussi des gens qui ont fait la biologie, qui sont dans les équipes de prélèvement. Professeur, il y a aussi quelques retraités qui sont arrivés. Vous l'avez dit, nous avons perdu beaucoup de personnel de santé. Est-ce que cela ne signifie pas que les professionnels de santé ne travaillent pas dans de bonnes conditions? Bon, quand je dis perdu beaucoup, parce que c'est déjà beaucoup. À ma connaissance, je sais pas, il y a 4 médecins qui sont décédés. Et beaucoup sont tombés malades également. Oui, ils sont tombés malades également, oui. Parce qu'ils travaillent dans des conditions spatiales. Je peux même dire, Madame la ministre, à un moment donné, l'avait dit, il y a, je crois, 1 mois. Autour d'elle, ses conseillers, ses directeurs, ses collaborateurs, un bon nombre qui était au front dès le départ, avait été contaminé. Mais en réalité, il faut travailler dans des conditions sécurisées. Ce qui n'est pas le cas. Non, ne dites pas ça. C'est une question d'organisation. Chacun a vu les dons que nous avons reçus. Chacun a vu les colis que nous recevons des partenaires et aussi les colis que le gouvernement achète. En réalité, le Congo dispose de suffisamment de masques pour le personnel soignant. Encore que, on sait quel type de masque pour ceux qui sont au front direct avec le Covid, pour ceux qui n'en sont pas et pour ceux qui ne voient jamais les cas Covid. Quand on travaille à l'administration,
Dans un hôpital, on n'a pas le même type de masque qu'une infirmière. Ça c'est clair. Donc, nous avons suffisamment de stock en ce moment. On a suffisamment de stock. Ce qui se passe, c'est un problème de gestion, c'est un problème d'approvisionnement, de logistique. Donc, c'est un problème d'homme. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités et demandent chaque fois qu'il le faut les équipements et puis on les leur donne. Et on a besoin des masques, mais il y a aussi la combinaison, Oui. du javel. Oui, Est-ce que le Congo a tout ça? Est-ce que bien sûr. les centres de santé intégrés jusqu'au fond dans des villages ont reçu ces dons? Au tout début, il y a maintenant 2 mois, chacun a vu que les directeurs départementaux étaient venus à Brazzaville recevoir des instructions de Madame la ministre pour mettre en place la riposte avec les préfets, les sous-préfets. Chacun a vu ça. Et les gens avaient amené. Donc les départements sont régulièrement approvisionnés. Mais regardez, vous n'allez pas mettre 10 000 masques dans un petit village où il n'y a qu'un poste de santé, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc les masques vont par rapport à la riposte là où le besoin réellement est. C'est ce qui se passe. En tout cas, les services en termes de prévention, de préparation à la riposte ont reçu un minimum d'équipement et chaque fois il y a des ajustements qui se font en fonction des cas. Quelles sont les mesures de riposte qui ont été prises dans les hôpitaux? Alors, dans les hôpitaux, Madame la ministre a pris une circulaire. Vous savez qu'on a eu à déplorer, entre-temps, un décès malheureux d'une jeune femme qui était à terme. Ça a montré les dysfonctionnements. Alors, elle avait réuni tous les directeurs des hôpitaux et elle a édicté des mesures qu'elle a rappelées avec insistance et elle les a rendues opposables de manière réglementaire et en nous demandant à nos inspections de veiller à ce que ça fait. Donc, chaque hôpital doit avoir un centre de pré-tri. On ne peut pas arriver directement aux urgences. On ne peut pas arriver directement au triage de l'hôpital. Il faut mettre une tente, un kiosque en avant où les soignants, en respectant la distance sociale, là, en portant les masques, en ayant les thermomètres, posent des questions pour savoir si la personne peut être suspecte. Ça évite les erreurs. Il ne faut pas dire que non, quelqu'un qui vient qui tousse c'est Covid, c'est pas bon. Donc, on a mis ce dispositif en place. Et donc, chaque hôpital doit avoir un pré-tri, doit avoir une salle d'isolement, et chaque hôpital travaille en liaison avec le district sanitaire. C'est le district sanitaire qu'on a mis des équipes d'intervention rapide. Et chaque hôpital doit s'organiser pour faire des prélèvements et les amener au laboratoire pour qu'on puisse savoir rapidement. Donc, avant qu'on ait les diagnostics, s'il y a des signes de suspicion, des signes importants, on met dans une salle d'isolement ou alors dans la zone orange pour les grands hôpitaux. Professeur, vous-même vous êtes formateur à l'université Marien Gwabi. Comment expliquer l'attitude des professionnels de santé qui désistent face aux malades, qui ont peur même de discuter avec les malades qui viennent à l'hôpital sous prétexte qu'ils ne veulent pas tomber malades? Est-ce que c'est un problème de formation? Au Congo, nous avons l'habitude de ne parler que des mauvaises choses. D'accord? Parlons d'abord de ceux qui sont au front, les infirmiers surtout, qui sont au front, pas que les infirmiers, les laboratoires. Bon, maintenant, s'il y a quelques dérapages, il y a quelques manquements, il faut vite réagir. Sévir s'il le faut, sinon former, motiver et emmener les gens à bien faire. D'accord. Nul n'est parfait. Aucun système n'est totalement parfait, ça n'existe pas. Oui. Donc, il faut toujours faire des ajustements, des adaptations. Mais il ne faut pas jeter le probe sur une profession parce qu'il y a quelques brebis galeuses. D'accord. Nous avons suivi la controverse sur l'utilisation de la chloroquine. Qu'en est-il au Congo? Est-ce qu'au Congo, on utilise la chloroquine? La chloroquine fait partie du protocole national jusqu'à présent. Donc, elle est utilisée, notamment l'hydroxychloroquine. Mais Madame la ministre avait pris un arrêté qui ne l'autorise que sur prescription à l'hôpital, par un médecin. Donc la chloroquine chez nous n'est plus vendue dans les pharmacies. Elle ne peut pas être donnée à la maison.
ni en automédication, ni un infirmier qui donne ça à quelqu'un. Non. C'est réservé à la prise en charge de la Covid dans des conditions qui sont bien réglementées. Oui. Donc, comme ça, c'est bien contrôlé. Et il y a toute une enquête d'observation sur les cas congolais qui est en train de se faire pour vérifier par nous-mêmes si la chloroquine marche ou ne marche pas. Chacun doit se faire son expérience sur le produit. Donc, indépendamment de la controverse, ce produit est utilisé en association avec d'autres produits et au niveau de la communauté. Et le résultat est positif? Mais on ne m'a pas encore présenté les résultats. Vous savez que la science, ce n'est pas des témoignages. Les témoignages, on peut dire, moi je suis guéri, j'ai eu la chloroquine. C'est un témoignage. La science, il faut vérifier. Ce qui s'est passé au Congo, c'est que nous n'avons pas hésité par rapport aux d'autres pays. Il y a des pays qui n'ont pas du tout utilisé, qui attendaient les études. Chez nous, on n'a pas attendu les études, on s'est dit, on l'utilise et on suit, on vérifie par nous-mêmes si c'est efficace ou pas efficace. En temps utile, la commission prise en charge communiquera à ce sujet et au niveau national, on saura ce qu'il en est. Le comité d'experts peut-être se prononcera aussi à ce sujet. Et le taux de mortalité, est-ce qu'il est maîtrisé par la commission et par le ministère de la Santé? Il faut dire par le Congo. Parce que le ministère de la Santé, c'est le Congo. Oui. Est-ce que dans notre pays, le taux de mortalité est plus élevé que chez eux? Non. Quand vous voyez les déclarations, on a un taux de décès de 3%. C'est fait par rapport à d'autres pays qui ont beaucoup plus de cas de décès. Il y a ceux qui meurent dans des maisons. Est-ce que vous... Non, mais justement, alors, comme les gens en parlent tellement, en tout cas, l'inspection suit le nombre de décès. Chaque année, nous savons le nombre de décès au Congo, à Brazzaville, à Pointe-Noire. Les sources, bien sûr, sont les déclarations des décès. Donc, ces décès qui ne sont pas déclarés, malheureusement, ils nous échappent. Mais je peux vous dire que l'inspection connaît les données de décès dans les hôpitaux de Brazzaville et de Pointe-Noire de 2019 et de janvier, février, mars, avril 2020. Pour l'école paramédicale, la COVID-19, c'est une grande école. Est-ce que les réformes vont se faire par rapport à la maladie? Merci de poser cette question. La COVID vient montrer à quel point la réforme était utile. Oui. Donc, on ne remerciera jamais assez ceux qui, dans les années 2007, 2009, 2010, 2011, avaient vu venir les problèmes ou les vivaient déjà et avaient su qu'il fallait faire la réforme. La réforme des infirmiers, des sages-femmes et des laborantins. Et cette réforme doit aussi se faire en ce qui concerne les médecins. Parce que nous formons maintenant les paramédicaux sur l'approche par compétence et ce n'est pas encore institutionnalisé pour le corps des médecins. Donc, la situation actuelle, telle qu'elle apparaît, on voit qu'elle a plusieurs facteurs liés. Ce n'est pas qu'une maladie, il y a plusieurs interférences, plusieurs signes et il y a plusieurs intervenants. Et donc, l'approche par compétence que le ministre Fila, que Mme Nicolo, que le ministre Bruno Etoile, pour lesquels donc, ils se sont réunis pour l'implanter dans les paramédicaux, cette approche permet à l'infirmier qui est formé en ce moment d'avoir une réactivité, une réflexivité plus importante permettant de faire face à la situation. Alors maintenant, l'école est fermée en ce moment, donc dans les écoles paramédicales, les enseignants ont collégé les enseignements sous forme numérique pour être donnés aux étudiants, aux apprenants. La Faculté de la Santé a le dispositif pour faire la formation en ligne. D'accord. Professeur Richard Biliko, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur général de la santé. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Nous vous retrouvons la semaine prochaine à la même heure, toujours sur la télévision nationale congolaise ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.